Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le journaliste que vous êtes a connu les cours de la bourse avant d'en découvrir d'autres cours où l'argent n'est visible que sur les couverts. Vous avez mené une vie de château, celle des Windsor, que vous racontez aujourd'hui dans un livre passionnant. Bonjour Marc Roche. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, on va expliquer pourquoi. Vous publiez Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham, chez Albin Michel, qui n'est pas un livre de ragot mais un livre vécu. On va expliquer pourquoi. Et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours, mais aussi les Windsor, à travers des dates clés. Et donc je vais évoquer la première date clé qui pour moi est importante car je crois que c'est le terme de la première partie de votre carrière, le 1er août 2014, et vous étiez jusque-là journaliste financier au Monde, chargé de la couverture sur la City. C'est cela. Donc, je suis arrivé au Monde en 89 et j'ai couvert la City, donc la place financière, en plein bouleversement de la déréglementation et aussi de l'ouverture de la place londonienne à la concurrence et notamment les banques françaises qui ont débarqué à Londres. Mais vous savez, au Monde, il fallait à la fois s'occuper de son principal sujet qui était, dans mon cas, la finance, les banques, les hedge funds, le blanchiment et toutes ces choses associées, mais on pouvait prendre, pour se changer les idées, un autre sujet. Et j'ai pris la royauté parce que personne ne s'y intéressait au Monde. Vous savez, voilà. La royauté, journal sous Edoui Plenel, ils ne savaient même pas que ça existait. On va en parler. Il faut savoir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la City, ce sont 8584 habitants au dernier recensement, un lieu tout petit, mais on traite des affaires. C'est la deuxième place financière du monde derrière celle de New York. La City est vraiment le poumon européen de la finance. New York, à cause de son hinterland énorme, les États-Unis et le Canada, est toujours en tête. Mais la City est très importante parce que c'est là que sont toutes les filiales européennes, Proche-Orient et Afrique, des grandes banques américaines et des autres banques européennes et asiatiques. C'est aussi là, dans la City, où l'on gère les pétrodollars, et c'est surtout le centre du négoce des matières premières et de l'assurance. Et c'est un monde très particulier, très fermé, où même quand on est journaliste, il faut entrer, Marc Roche. C'est un monde totalement fermé. Pour être riche, vivons cachés, mais comme toujours en Angleterre, où tout est fermé, il n'y a pas que la City qui est fermée, l'aristocratie est fermée, la justice, les médias même, vous établissez des relations avec les gens basées sur la confiance. Et à ce moment-là, mes interlocuteurs me parlaient assez ouvertement, à condition de n'être jamais cités et à condition de respecter leur vue, même si, travaillant pour un journal de gauche à l'époque, bien sûr, le tropisme du Monde était plutôt anticapitaliste. Il se trouve que j'ai reçu il y a quelques semaines Amandine de Clermont-Tonnerre qui dirige Point de Vue et qui a commencé sa carrière dans la City à Londres avant de venir à Paris refaire ce journal de famille. Alors il se trouve que vous êtes né, vous, en Belgique, à Ixelles, qui est un quartier de Bruxelles, qui rassemble d'ailleurs des lieux et des gens très différents. Ixelles est un quartier du centre de Bruxelles, mais un quartier assez riche, assez aisé, qui est d'ailleurs voisin d'Uccle, qui est le quartier le plus aisé de Bruxelles, mais à la fois qu'il y a des tas de communautés étrangères, immigrées, et notamment une très importante population africaine venant de la République démocratique du Congo. Il y a tout un quartier avec ses magasins, avec ses discothèques, avec ses bars, ses restaurants, Matongé, et c'est le Congo. Et le Congo, bien sûr, c'était la colonie belge par excellence. Il se trouve que votre enfance est liée aux diamants et aux métaux de par votre père, Marc Roche. Oui, mon père était diamantaire, mais était un sertisseur. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie des diamantaires riches.
il faisait plutôt partie des ouvriers diamantaires, et tous les jours, il prenait le train de Bruxelles pour aller à Anvers, qui est le centre mondial de la Coupe du Diamant. Et il se trouve que vous, finalement, la Belgique, c'était le point de départ, mais un jour, vous avez décidé de quitter d'aller en France. Oui, vous savez, tous les Belges qui se sentent un peu à l'étroit en Belgique. C'est un merveilleux pays. Moi, j'y suis très attaché. Je suis belge, bien que j'ai pris la nationalité britannique après le Brexit. Mais je trouvais que c'était étroit et que la presse française présentait beaucoup plus d'opportunités de vivre à l'étranger que la presse belge. Et bien sûr, c'est comme ça que j'ai été basé à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour Le Monde, mais également pour Le Point et d'autres employeurs français. Et Bruxelles a un avantage qui n'existe plus. Quand on arrivait jadis à la gare du Midi, il y avait l'odeur du chocolat Côte d'Or dont l'usine était juste en face. Et c'était un moment de bonheur que vous avez peut-être connu. Absolument. Vous savez, moi, je connais bien le quartier d'Anderlecht où était Côte d'Or. Et quand on arrivait, bien sûr, à la gare du Midi, la première chose qu'on voyait, c'était la physionomie de Tintin. Oui. Parce qu'il y avait également les éditions Casterman qui étaient là. Du Lombard. Du Lombard, pardon, et qui maintenant est Casterman. Et il y avait bien sûr cette merveilleuse usine Côte d'Or et cette odeur absolument extraordinaire. Malheureusement, aujourd'hui, Côte d'Or fait partie d'une multinationale Nestlé. Et Lombard, donc l'édition du Lombard, qui sont toujours Paul, avenue Henri Spaak, ce Tintin, c'était Raymond Leblanc qui avait eu l'idée. Et sur une autoroute, il avait vu le sigle Mercedes qui tournait en Allemagne, et il avait dit, je veux faire la même chose avec Tintin. Il avait trouvé l'ingénieur, et ce Tintin tourne depuis des années, depuis des décennies, au-dessus de l'immeuble du Lombard, aujourd'hui des 8 étages. Alors, le journalisme, en même temps, ça n'a rien à voir avec le diamant. Non, rien du tout, sauf que à cause du diamant et de l'influence paternelle, je me suis intéressé aux matières premières. Et qui dit matières premières dit bien sûr finance. Et donc c'est ainsi que je me suis dirigé, après des études d'économie à l'Université de Bruxelles et un passage aux États-Unis à Columbia, que je me suis dirigé vers le journalisme, d'abord en Belgique, avec le grand journal Le Soir, pour lequel j'ai travaillé à la rubrique économique, et ensuite Le Monde, bien sûr, comme correspondant sur la City à Londres. Donc vous avez vécu le Brexit en direct, Marc Roche. J'ai non seulement vécu le Brexit, que moi j'étais un remainer, donc j'étais pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Après tout, je suis bruxellois, donc c'est l'Union européenne, c'est chez nous. Mais je me suis complètement trompé. J'ai pas saisi la révolte de l'Angleterre profonde contre l'immigration non contrôlée, en l'occurrence à l'époque les travailleurs qui venaient de l'ex-bloc communiste, surtout polonais et ensuite roumains et bulgares. Et comme je vivais essentiellement à Londres, que je couvrais la City, que je couvrais les riches, je n'avais aucune idée de ce qui se passait en province. J'ai été pris au dépourvu et ça m'a amené à une réflexion qui a conduit sur un livre, Le Brexit va réussir, parce que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une vie pour le Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne. Et il y avait aussi une vie en Belgique, et on va parler de la monarchie britannique tout à l'heure, mais il y a aussi la monarchie belge avec le prince Philippe. Et il y a une chanson, je ne sais pas si vous le savez, qui a fait scandale en son temps. Paola, Dolce Paola. Salvatore Adamo chante Dolce Paola à ses débuts, et on a cru à l'époque qu'il avait une histoire d'amour avec la princesse Paola, ce qui n'était pas du tout le cas. Il n'a pas eu d'histoire d'amour, mais d'autres en ont eu. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Belgique, le roi et la reine sont très importants. Dès qu'il y a un numéro spécial du Soir ou du Soir Magazine sur eux, c'est un triomphe. Oui, c'est-à-dire que dans ce pays qui est quand même profondément divisé linguistiquement entre flamands et francophones, régionalement entre le nord riche et le sud pauvre, la royauté, comme l'équipe nationale des Diables Rouges, sert de ciment, de roc. C'est le seul qui tient ce pays ensemble, d'où leur popularité.
Il se trouve donc que vous êtes intéressé à la monarchie britannique. Comment est venue l'idée de se dire, tiens, pourquoi ne pas s'intéresser à la reine d'Angleterre, Marc Roche, quand on fait de la finance? J'ai toujours estimé que la royauté britannique était au cœur de l'identité britannique. Et bien sûr, quand on fait de la finance ou qu'on travaille pour le monde, vos employeurs considèrent que c'est du people. Mais ce n'est pas du people. Au Royaume-Uni, la royauté a un rôle central. C'est le garant de l'unité du pays, c'est le garant de la religion anglicane, c'est le représentant du Commonwealth, sa grande famille d'outre-mer, quand même 62 pays, un quart de l'humanité, qui permet au Royaume-Uni de boxer au-delà de sa catégorie pugilistique de puissance moyenne, d'autant plus après le Brexit. Et puis ce sont des personnages extraordinaires. Shakespeare n'aurait pas pu les inventer. Si vous pensez à la reine Camilla, maîtresse pendant 34 ans, en pointillé, du futur roi, qui est couronnée reine, après avoir éclipsé celle qui devait l'être, Diana, morte dans un accident de circulation, un banal accident de circulation. Et donc, c'est extraordinaire, ces personnages. Donc, il y a l'institutionnel et puis il y a l'humain. Eh bien, l'humain, on va l'évoquer justement à travers une seconde date, le 15 octobre 1991. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Roche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Roche, journaliste qui publie Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham, aux éditions Albin Michel. Donc vous êtes journaliste au départ dans la finance, ensuite vous découvrez la couronne britannique, et le 15 octobre 1991, c'est votre première rencontre avec la reine. I declare before you all that my whole life, la reine Elisabeth, et vous la rencontrez dans un lieu symbolique qui est le Zimbabwe. Oui, l'ex-Rhodésie, ex-colonie britannique. J'étais allé couvrir pour Le Monde le sommet du Commonwealth et aussi faire un grand portrait sur la reine Elisabeth II. Et il se faisait qu'à l'époque, il y avait très peu de journalistes étrangers qui couvraient et la reine et le Commonwealth, et donc j'ai été présenté à la reine, première fois que je la voyais, et cette rencontre m'a marqué. Et vous découvrez la reine Elisabeth, une personne très mystérieuse. Il y a des règles très précises quand on la rencontre. D'abord, on l'appelle Mame, je crois. D'abord, c'est Votre Majesté, oui. Et ensuite, c'est Mame. Pourquoi Mame ? Madame, oui. C'est la règle. Même ses amis les plus proches doivent l'appeler comme ça. Personne, à part son époux, le prince Philippe à l'époque, ne pouvait l'appeler par son prénom. Des membres de sa sœur également et sa mère également, mais même ses enfants l'appelaient Mame. Et vous ne pouvez pas lui parler, c'est elle qui s'adresse à vous. La politique est exclue. Elle pose toujours les 3 mêmes questions. Dans mon cas, depuis combien de temps vivez-vous au Royaume-Uni? Vous vous y plaisez? La météo n'est-elle pas un problème? Alors je lui disais, vous savez, en Belgique c'est pas mieux et au Royaume-Uni c'est encore pire. Et c'est comme ça. Alors moi j'ai été stupéfait, je l'avais jamais vue. Elle est d'abord beaucoup plus petite que je ne pensais. Elle était beaucoup plus petite que je ne pensais. La main est très molle parce qu'elle, bien sûr, elle serre tellement de main qu'elle n'a pas envie de se briser la main. Les fins de phrases étaient inaudibles et elle vous regardait avec des yeux glacés, mais en même temps, vous étiez la personne la plus importante pendant 1 minute. C'est une impression très étrange. Et elle se débarrassait de vous avec un art consommé parce que je lui parle et puis elle a disparu. Parce qu'on ne répond pas à la reine quand elle décide que c'est fini. Elle ne dit jamais c'est fini, elle part. Exactement. Alors, pour arriver jusqu'à la reine, ça a été presque un chemin de croix parce qu'il faut rentrer dans les petits papiers de la communication. Et ça, ce n'est pas très facile, Marc Roche. La seule manière de rencontrer la reine, c'est faire partie du Royal Rota. Alors, qu'est-ce que c'est le Royal Rota? C'est les journalistes dûment accrédités à Buckingham Palace. Et pour être membre du Royal Rota, il faut généralement représenter un journal ou des médias britanniques. Mais comme je suis francophone et que la reine était francophone et francophile,
elle a accepté qu'il y ait un étranger, à condition qu'il y ait 2 du Commonwealth également. Nous étions 3. Si vous êtes membre du Royal Rota, vous avez le droit d'assister à tous les événements royaux, à rencontrer tous les membres de la famille royale, en respectant les règles, bien sûr, et leur entourage. Sans ce sésame, vous ne pouvez rien faire. Et vous Sauf si, bien sûr, vous avez énormément d'argent que donne votre employeur pour, bien sûr, avoir des informations, des valets ou des sobrières. Mais dans mon cas, pour couvrir la couronne, il faut être membre du Royal Rota. Royal Rota, il y a un pendant. Vous ne pouvez rien écrire. Vous pouvez critiquer des aspects amusants, mais vous ne pouvez pas critiquer l'institution et ses membres. Sinon, on vous retire le Royal Rota et vous êtes mort journalistiquement. Il se trouve aussi que lorsque vous rencontrez la reine, la règle absolue, c'est pas de photos et pas de notes. Vous ne pouvez certainement pas prendre de notes, pas de photos et aujourd'hui, bien sûr, pas de téléphone portable. Vous rencontrez la reine, mais vous rencontrez l'institution. Et en plus, les Windsor n'aiment pas les médias. C'est pas leur milieu naturel. Leur milieu naturel, c'est l'aristocratie, c'est les éleveurs de chevaux, c'est les grandes demeures. Les journalistes, ils n'ont que du mépris, qu'ils cachent bien, mais ils les méprisent. D'autant plus que depuis la mort de Diana à Paris, dans un accident de voiture, ils rendent la presse responsable de ce décès. C'est particulièrement le cas de William et de Harry, qui ne veulent pas entendre parler de journalistes et font leur propre communication. Ce qui est étonnant aussi, c'est le côté francophile de la reine. Elle parle français couramment. Moi, je me souviens des images du premier dîner officiel avec René Coty à l'Élysée. Elle s'exprime dans un français parfait. Le français de la reine était parfait. Un peu rouillé et un peu trop parfait pour être autochtone, je dirais. Mais c'est la seule langue étrangère qu'elle pratiquait. Elle adorait la France, où elle a d'ailleurs effectué le plus grand nombre de visites officielles en Europe. Et même lorsqu'elle est venue, elle n'était pas encore reine, elle est venue princesse avec le prince Philippe, passer 4 jours à Paris, pratiquement incognito. En 1947, elle est venue à Paris, ça a été un grand moment. Elle a fait d'ailleurs la connaissance à cette époque du futur président Pompidou, qui était le conservateur d'une exposition britannique au musée Galliera. Et sa francophilie était particulièrement marquée également dans sa vie privée, puisque les seules vacances qu'elle prenait en dehors du Royaume-Uni, c'était aller en Normandie. Elle était duchesse de Normandie, où elle possédait d'ailleurs une maison, aller en Normandie pour acheter des pur-sang. Il se trouve aussi que dans votre cas, il y a les dîners officiels, les dîners de clôture, qui sont aussi très, très particuliers. Quelquefois, les assiettes viennent par avion jusqu'au dîner de clôture. Le dîner de clôture au Zimbabwe, les assiettes, mais non seulement les assiettes, les verres, les couverts, les nappes, étaient venus par avion de la Royal Air Force. Comme cela, la reine n'était pas dépaysée. Et puis, vous savez, c'est merveilleux, la monarchie britannique, parce qu'ils savent faire, on l'a vu encore avec Charles III et Trump, ils savent impressionner les dignitaires étrangers. Et quoi de plus impressionnant de se retrouver dans la chaleur zimbabwéenne avec le service de Sèvres. Il se trouve aussi qu'il y a quelques années, elle est allée à Beaumanière, à Lousteau de Beaumanière, et qu'elle est arrivée pour voir des photos de son père qui était venu. Et elle est arrivée avec son équipe. Elle avait dans ses malles le thé et l'eau chaude pour son 4 heures. Absolument. La reine d'Angleterre était une femme d'habitude. Et tout en étant francophile et présidente du Commonwealth, la grande famille d'outre-mer, et cosmopolite et voyageant à l'étranger, elle était toujours restée très anglaise. Et qu'est-ce qu'il y a de plus anglais qu'amener son propre thé à l'heure du thé ?
Exactement. Alors, il se trouve aussi qu'elle avait beaucoup d'humour en privé. Son mari, je crois, elle l'appelait Saucisse, ce qui ne faisait pas rire le mari. Et son spectacle préféré, c'est un spectacle français, La plume de ma tante, Les branquignoles de Robert Derry. Elle a tellement aimé Robert Derry quand elle l'a vu un soir à Londres qu'elle l'a invité au Palais, ce qui était le premier pour faire son spectacle au Palais. Je ne sais pas si vous le savez. Je l'ignorais totalement, mais par exemple, je me souviens que lors du banquet donné en l'honneur de Jacques Chirac en 2004 pour le centenaire de l'entente cordiale, elle avait organisé un accompagnement, un musical, et c'était Les Misérables. Exactement, qui était monté au départ à Paris par Robert Hossein et qui sont partis à Londres. Il se trouve que donc le prince Philippe a toujours été là. C'est vrai qu'elle est tombée amoureuse de lui quand elle avait 13 ans et qu'elle a passé sa vie avec lui. C'est l'homme de sa vie. Il n'y eut que le prince Philippe. Et alors, il n'y a jamais eu le moindre potin sur des aventures extra-conjugales en ce qui concerne la reine. Peut-être la presse britannique a-t-elle voulu protéger l'institution, mais je ne pense pas. Je pense que il faut jamais l'oublier. C'était une femme pieuse qui croyait profondément dans les liens du mariage. Et les gouverneurs de l'Église anglicane, qui est une forme de protestantisme, mais qui est l'Église officielle, elle faisait ses prières tous les soirs. Elle était très intéressée par les questions religieuses et elle a notamment été très proche du prédicateur protestant américain Billy Graham. Ça, c'est le côté pieux de la reine. Mais il y a eu d'autres visites officielles auxquelles vous avez participé et on va évoquer la date du 26 mars 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Roche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Roche, journaliste à Londres, Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham, un livre passionnant chez Albin Michel qu'on évoque puisque vous avez eu le privilège de suivre la reine d'Angleterre et son fils aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé la date du 26 mars 2008, un soir à Windsor. Écoutez. Nicolas Sarkozy a donc passé sa deuxième et dernière journée à Londres. Au programme, notamment, un long entretien avec le Premier ministre Gordon Brown. Après la mésentente... Et surtout un dîner avec la reine, un dîner officiel auquel vous avez participé, Marc Roche. J'ai eu l'honneur d'être invité au dîner offert par la reine au président Sarkozy. Alors, dîner totalement dominé par Carla Bruni et sa performance lors de l'après-midi, lors de l'accueil. Ça a été un grand moment, mais surtout dominé par le fait que le président Sarkozy et son épouse sont allés se coucher avant la reine, ce qui est une grave entorse au protocole. Mais m'a dit par la suite Carla Bruni, que j'ai interrogée sur cet incident, m'a dit, vous savez, nous étions jeunes mariés. Exactement. Et il y a eu aussi un autre incident avec Rachida Dati qui est allée bouder, je crois. Oui, Rachida Dati avait été oubliée dans le cortège. Oh la pauvre. Il y a toujours un cortège d'officiels et de membres de la famille royale et puis d'invités français, commençant bien sûr avec le président et la reine, suivi du duc d'Édimbourg et madame Carla Bruni. Et là, on avait oublié Dati. Et donc, elle boudait. Et finalement, on a trouvé un assistant de la reine pour mettre Madame Dati dans le cortège. Mais elle a boudé toute la soirée parce qu'à un moment, je lui ai dit « Mais Madame, puis-je vous présenter parce qu'elle était dans son coin toute seule, là, lors du café. Alors je lui ai dit « Mais puis-je vous présenter le prince de Galles avec qui je viens de parler ?» Et elle m'a dit « Non, je suis très bien où je suis. » Voilà. Alors, il se trouve qu'après tout ça, il faut écrire un article. Et ces articles, bien sûr, sont surveillés par la communication de Buckingham. Et ça n'a pas toujours été facile pour vous, Marc Roche. Non, d'autant plus qu'il y a un incident, c'est lors d'une réception donnée par la reine pour les médias. Ça a dû être très dur pour elle, connaissant son dédain pour les journalistes. Je me retrouve face à face avec elle et elle dit enfin en français je suis loin de tous ces horribles journalistes anglais, et elle me dit la situation en France, qu'est-ce que vous en pensez? Donc je lui explique qu'il y a Jean-Marie Le Pen au 2e tour de l'élection présidentielle
Et elle me dit, oui, j'espère que les Français vont bien voter parce que ce serait dramatique si ils ne votaient pas bien. Et alors j'appelle Edoui Plenel et je lui dis, écoute, je ne sais pas quoi faire de ça. La reine m'a dit qu'elle soutient Chirac. Il me dit, on va la mettre en une. Et on a eu ce titre, la reine d'Angleterre soutient Jacques Chirac. Coup de fil de Buckingham Palace me disant, c'est complètement en dehors du protocole, vous avez trahi votre signature de ne jamais rien divulguer de ce que dit Sa Majesté, et puis il me dit en off, mais entre nous, c'est bien, la reine est contre l'extrême droite. Voilà. Et il se trouve aussi quelqu'un, vous avez parlé des dîners qui n'étaient pas aussi bons, le vin n'était pas aussi bon, et là aussi, ça n'a pas plu à la communication de Buckingham. J'ai manqué peut-être de subtilité étant invité de critiquer, notamment lors du banquet offert en l'honneur des Chirac, que mon champagne était bouchonné, que la crème anglaise, comme on dit, était graveleuse et que le steak était trop cuit. Et alors, le palais était furieux, mais ils m'ont dit, mais vous savez, si le steak était trop cuit, c'est parce que le président Chirac était en retard. Voilà, il y a toujours un bon prétexte. Et puis, Marc Roche, vous racontez dans ce livre que justement, vous avez connu le château de Windsor, qui est le château officiel de la famille. Et d'ailleurs, le nom au départ, c'était une dynastie allemande pendant la guerre. Et en 1917, le roi a changé le nom de la famille en Windsor. Oui, parce qu'il y avait un fort sentiment anti-allemand en 1917, parce que cette Première Guerre mondiale se prolongeait avec d'énormes victimes, beaucoup de morts dans l'armée britannique, et donc la royauté a senti le danger, et George V s'est dit, il faut changer le nom de Saxe-Cobourg à quelque chose d'autre. Alors ils sont cassés la tête, puis il s'est dit, mais n'allons pas plus loin, Windsor c'est très joli, tout le monde aime Windsor, c'est le symbole de Guillaume le Conquérant, c'est l'histoire d'Angleterre, c'est une superbe forteresse qui surplombe la Tamise. Appelons-nous Windsor. Et depuis lors, ils s'appellent les Windsor. Mais ce sont des Allemands. Le château de Windsor, c'est un lieu incroyable. Je crois qu'il y a 300 cheminées et des ramoneurs à l'année pour les entretenir. C'est un lieu féerique, le château de Windsor. Et alors, la reine était très attachée parce que pendant la guerre, elle s'y est réfugiée avec sa sœur, sa mère et son père. Et donc, elle a passé toute la guerre là-bas et c'était son château favori. Mais c'est un monde absolument extraordinaire, un univers, un château qui n'existe nulle part. Je crois qu'il y a 450 horloges et que le problème, c'est quand on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Oui, alors les pauvres employés qui sont déjà pas très bien payés, parce que quand vous travaillez pour les Windsor, c'est quasi gratuit. Mais vous êtes logé, blanchi et c'est prestigieux. Mais donc, les pauvres doivent remonter toutes les horloges d'une heure, ce qui est beaucoup de travail. Puis il y en a 450 dans ce palais qui est ouvert au public en plus. Alors, il y a les cérémonies, parce qu'on a vécu les 50 ans et les 70 ans de son règne. Là aussi, pour la monarchie britannique, ça a été très important. Et vous avez vécu tout ça, Marc Roche. Oui, les cérémonies sont essentielles parce que c'est la manière pour la royauté de se mettre en représentation. C'est l'interface avec le peuple, les cérémonies, les jubilés, les anniversaires, les commémorations. Et donc c'est essentiel de sortir absolument tous les, les instruments du pouvoir. Par exemple, le fameux balcon de Buckingham, où on retrouve toute la famille royale. Et la famille royale a fait le salut à la foule. Et ce balcon de Buckingham est devenu en fait le symbole de la royauté. Mais il ne faut jamais oublier, au Royaume-Uni, le roi, la reine règnent, mais ne gouvernent pas. Oui, mais la reine travaille beaucoup, car Élisabeth, jusqu'à la fin de sa vie, a énormément travaillé, en veillant sur tout avec son secrétariat, en s'occupant des menus, en s'occupant de ses œuvres caritatives, de ses chevaux, enfin, tout y est passé.
Les Windsor, on peut les critiquer, je les critique dans mon livre, je dis carrément qu'ils sont épouvantables parce que ils sont très imbus de leur position, ils sont pingres, ils n'en font qu'à leur tête, ils rient de leurs propres blagues, mais en fait ils travaillent beaucoup. Que ce soit Élisabeth II ou Charles III, ce sont des stakhanovistes. Et Charles III, c'est particulièrement un problème parce qu'il est malade, il est atteint d'un cancer dont on ne connaît ni la gravité ni la nature, mais il continue de travailler comme si de rien n'était. Il, comme sa mère, tous les jours reçoit tous les documents d'État importants des fameuses valises rouges qu'il doit lire. C'est 2 à 3 heures de travail, et souvent le soir. Et la reine faisait tout ça en dehors des cérémonies officielles, jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, la reine a ce qu'on appelle faire les boîtes, parce que c'est sous des formes de boîtes rouges qui renferment les documents officiels. Elle l'a fait jusqu'à la fin de sa vie, mais il y a 2 jours où elle est libre de ne pas le faire, c'est Noël et c'est Pâques. Et comme c'est une femme pieuse et religieuse, elle avait insisté là-dessus. Et puis à l'entourage, la famille et les autres ducs de la reine. Et moi, je me souviens de la duchesse de Bedford, qui avait aussi un château, du duc de Bedford. La duchesse de Bedford est une Française qui s'appelait Nicole Schneider, qui avait beaucoup d'humour, qui recevait les Beatles et Chantal Goya à Bedford, et un mari assez volage. Moi, je me souviens d'une interview. Je travaillais avec Philippe Bouvard. La duchesse de Bedford vient à Londres dans l'émission. On attend le duc qui ne vient pas. J'ai eu ordre d'aller le chercher. Et il n'était pas venu parce qu'il était parti avec une autre pendant que sa femme était au micro de radio de RTL, vous voyez. C'est des choses qu'on ne raconte pas dans la presse. Non. Attention. Cela dépend quelle presse. La presse populaire raconterait ça volontiers, le mettrait en une parce que c'est vendeur. Les Britanniques sont voyeurs parce qu'ils sont puritains. La presse dite sérieuse ne le mettrait pas en une, mais quand même, dans les pages intérieures, indiquerait avec hypocrisie qu'on a vu le duc de Bedford en bonne compagnie, sans en dire plus. Mais le résultat est le même, c'est qu'il y a un intérêt pour la vie privée de ceux qui gouvernent l'Angleterre qui n'existe pas en France. Et je crois que c'est lié au protestantisme, où votre vie privée se reflète dans votre vie publique. Et puis il y a un moment très fort qu'on n'a pas oublié, qui a marqué le monde entier, ce sont les Jeux Olympiques de Londres, avec la reine qui a rencontré James Bond. Ça, c'était totalement inattendu, Marc Roche. Totalement inattendu. Et quand le directeur du petit film a contacté le palais a dit mais c'est hors de question, on va le proposer à la reine, elle va refuser. Elle a accepté immédiatement parce qu'elle était très curieuse et le monde du cinéma l'avait toujours fascinée. C'était un art qu'elle aimait beaucoup, et ensuite elle aimait beaucoup les James Bond 007 et surtout Daniel Craig, parce que la reine Elisabeth II aimait les beaux hommes. Et puis à Balmoral, le château où elle nous a quittés et que vous avez aussi connu. Et c'est vrai que la disparition de la reine, 2 jours avant, elle rencontre la nouvelle Premier ministre, elle a l'air en forme, personne n'y attendait, la rumeur a commencé à courir le matin et on a appris le soir qu'elle nous avait quittés. Ça a été une surprise pour tout le monde, parce que la fameuse photo où elle rencontre Liz Truss, alors elle est sur une canne, et c'est vrai qu'elle a l'air fatiguée, mais bon, elle avait 96 ans et on la savait malade, mais quand même, elle paraît là s'acquitter de sa charge comme elle l'a fait avec une dizaine de premiers ministres avant. Et puis, elle meurt au château de Balmoral. Et le château de Balmoral que j'ai visité, les appartements privés que j'ai visités, est un petit château, mais c'est un château auquel elle était très attachée, parce que c'est le souvenir de son père, de sa mère, de sa sœur. C'est aussi l'Écosse, et la reine Élisabeth II, comme Charles III d'ailleurs, un attachement particulier à l'Écosse. C'est une région qu'ils aiment beaucoup, et je pense que leur amour pour l'Écosse a été le seul vrai frein à l'indépendance écossaise.
Ça, c'est ce que vous racontez dans ce livre, qu'on va évoquer un peu plus longtemps et dans le détail, avec la date de sa sortie, le 17 septembre 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Marc Roche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Roche. Nous parlons depuis tout à l'heure de la reine d'Angleterre, de Buckingham Palace, car vous avez beaucoup travaillé à Londres comme correspondant et chez les Windsor, et vous publiez Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham chez Albin Michel. Alors pourquoi ce livre aujourd'hui, puisque normalement vous êtes lié au secret, Marc Roche? Pendant 30 ans, j'ai respecté le secret qui est imposé à tous les membres du Royal Rota, donc les journalistes accrédités officiellement à Buckingham Palace, qui est un sésame qui vous ouvre tous les événements royaux, plus vous rencontrez fréquemment les membres de la famille royale et leur entourage. Et le pendant de cela, c'est que vous ne pouvez pas écrire ce que vous aimeriez écrire parce que vous êtes censuré. Ou plutôt, vous vous auto-censurez parce que si vous sortez des clous, vous perdrez le sésame du Royal Rota. Et donc, j'ai gardé mes carnets de notes en me disant « un jour, ils serviront ». Et aujourd'hui, je me suis dit « il est temps de parler du vrai visage des Windsor, qui a d'un côté un beau visage, un bon visage, c'est l'Angleterre, c'est la royauté, et de l'autre, des personnages avec leurs défauts. C'est-à-dire vous avez vu ces défauts au quotidien lorsque vous observiez dans des dîners les Windsor. Et puis vous leur parlez, et puis vous voyez comment ils réagissent. Je me souviens par exemple d'une conversation avec le futur Charles III, qui était prince de Galles, et il me dit « Mais monsieur Roche, il paraît qu'il y a énormément de jeunes Français qui viennent au Royaume-Uni pour travailler. C'est une perte pour la France. » Je lui dis « Mais écoutez... Votre Altesse royale, c'est d'autant plus une perte pour la France que vous nous envoyez les vieux Britanniques grincheux qui coûtent à la sécurité sociale. » Et ça, il n'a pas aimé du tout, et il m'a laissé en plan. Et son directeur de cabinet est venu tout de suite en me disant « Mais comment osez-vous ? Vous auriez dû dire, mais en effet, c'est une perte pour la France. » Exactement. Alors il se trouve qu'effectivement, le roi Charles III s'est organisé avec un secrétaire particulier qui connaît tous ses secrets, et son rôle c'est de protéger le roi qu'on n'interviewe jamais. Le roi d'Angleterre ne donne jamais d'interview. La reine n'en a jamais donné. Ça ne se fait pas. Parce que la royauté représente la neutralité politique. Et donc, toute interview va être interprétée dans un sens comme un autre. Alors là où le souverain ou la souveraine participe à des émissions, c'est pour des commémorations. La guerre, un jubilé, mais généralement, la reine Elisabeth II a parlé avec des enfants du poids de la couronne, mais sinon, elle n'a jamais rien dit. Et moi, j'avais proposé au palais, je leur ai dit, mais quand je faisais partie du Royal Rota, pourquoi la reine ne me parlerait pas de De Gaulle pendant la guerre, puis la visite de 1960. Et le palais m'avait dit, écoutez, elle adorerait vous parler de Gaulle, mais cela ne se fait pas. En revanche, rien n'empêche les autres membres de la famille royale de parler aux médias. Mais ils n'aiment pas beaucoup ça, ils le font rarement. Quant aux plus jeunes, Harry et William, ils n'ont aucun contact avec les journalistes qu'ils rendent responsables de la mort de leur mère. Il se trouve aussi que si vous savez des choses de Camilla, sur Camilla que vous racontez dans ce livre, Marc Roche, c'est parce que celle qui a parlé, c'est Brigitte Macron. Oui, le portrait que je dresse de Camilla m'a été fait en fait par Brigitte Macron, qui a accepté de me recevoir pendant plus de 2 heures pour parler d'une personnalité qu'elle admire beaucoup parce qu'elles ont en commun le goût de la littérature, du roman notamment, et surtout cette mission de transmettre aux enfants le goût de la lecture. Et donc, Brigitte Macron connaît très bien Camilla. Non seulement ils ont créé ensemble un prix de l'entente littéraire, mais aussi elle collabore sur des tas de projets franco-britanniques sur la lecture. Alors le portrait qu'elle m'en fait, c'est d'une dame
qui a un sens de l'humour formidable, qui ne se prend pas au sérieux, qui est très fiable, qui est romanesque, un peu comme Brigitte Macron, puisque rien ne la prédestinait à ceindre la couronne, et aussi quelqu'un qui est là pour épauler son mari, mais pas pour l'éclipser à l'inverse de Diana. Elle m'en dresse un portrait très favorable. Et c'est vrai que le prince Charles, ça n'a pas été facile, parce que Lady Diana, ça a été une histoire dont on a beaucoup parlé, en même temps que Camilla. Est-ce que finalement, c'était une histoire organisée pour que justement il se marie et que Camilla reste la maîtresse? Le mariage médiatisé à l'extrême, le grand événement en Mondiovision de 81, était un mariage arrangé. Il fallait que le prince Charles se marie et il fallait que son épouse lui donne un héritier et une roue de rechange. Et il fallait en plus qu'elle soit vierge. C'était une nécessité à l'époque. Donc, Diana, malgré la différence d'âge, c'était parfait pour lui. D'autant plus, pensait-il, que comme elle était pas très délurée, elle fermerait les yeux sur sa liaison avec Camilla, qui remonte quand même à 72. Jusqu'à un jour, une émission de télévision dont vous avez percé le mystère et que vous racontez dans ce livre. Oui, dans le livre, je raconte comment Diana fait cette fameuse émission dans laquelle elle vide son sac, et le fameux nous étions 3 dans ce mariage, c'était un peu il y avait un trop-plein, et surtout dans laquelle elle dit que c'est son fils William qui devrait être roi, pas Charles, parce qu'il n'est pas à la hauteur. C'était l'émission tueuse pour la famille royale. Et je me suis toujours posé la question, comment la BBC a obtenu, comment ça s'est fait, comment ont-ils gardé le secret? Et je le révèle dans mon livre, c'est parce que Diana a totalement collaboré avec eux, parce qu'elle voulait donner sa version du ménage à 3, elle l'a faite, et après ça a été le divorce immédiat, et la suite a été dramatique. Et Diana, vous l'avez croisée dans des circonstances particulières, Marc Roche, chez le coiffeur. Oui, parce qu'en fait, moi j'habite à Londres, à Notting Hill, pas très loin de l'allée des milliardaires, là où il y a le palais de Kensington, qui en fonction de la séparation, divorce, etc., revenait à Diana. Le prince Charles, à l'époque, ne vivait pas là, puisqu'il vivait avec Camilla ailleurs. Et donc, Diana venait, amenait ses enfants chez le coiffeur, chez mon coiffeur, et donc les rencontrer là à plusieurs reprises. On a un peu parlé, mais le minimum, de la météo, bien sûr. C'est ce qui se passe quand 2 Anglais qui ne se connaissent pas se rencontrent. Elle était sympathique, mais énormément sur ses gardes. Je l'ai rencontrée dans son café préféré, qui est à côté du coiffeur d'ailleurs, qui maintenant s'appelle Café Diana, qui est une espèce de musée à sa mémoire. Mais là, nous n'avons pas parlé parce que j'ai fait l'erreur de sortir un bloc-notes. Et je l'ai rencontrée enfin dans le gym où elle allait, parce que je connaissais très bien la gérante qui m'a permis de regarder, de voir Diana arriver. Mais elle ne m'a pas autorisé à voir Diana avec ses 2 trainers, ses 2 professeurs, pour s'entraîner tous les jours. Ça, je n'ai pas pu voir. Mais je l'ai vue arriver avec la casquette et en training, et elle était vraiment très belle. Et puis, vous avez rencontré le commissaire qui a mené l'enquête sur le pont de l'Alma après l'accident. Oui, Lord Stevens, donc l'ancien chef de Scotland Yard, a mené la partie britannique de l'enquête qui avait été mandatée par Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, qui était le compagnon de Diana, mort avec elle à ses côtés lors de l'accident du pont du tunnel de l'Alma. Et lui ne voulait pas rencontrer la presse. Mais moi, il avait fait une exception parce que c'était Le Monde, parce que c'était Paris, et parce qu'il voulait donner sa version. Lui ne m'a jamais parlé de son entretien avec le prince de Galles quand il a dit
sœur avez-vous tué votre femme? Mais je l'ai rencontré bien par la suite et il m'a vaguement dit que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, qu'il n'a jamais posé cette question, que ça a été très formel et que le prince de Galles était horrifié qu'un policier vienne l'interviewer sur un dossier si farfelu comme quoi c'est lui qui aurait organisé l'accident dans lequel son ex-femme a perdu la vie. Il était vraiment ulcéré qu'on le fasse. Mais on est en Angleterre, il y a eu une demande d'Al-Fayed, tout justiciable. Même le prince de Galles était obligé de répondre à la police. Mais bien sûr, par la suite, le rapport de Stevens l'exonore de toutes ces accusations. Et puis, bien sûr, vous évoquez William, Harry et Kate, qui sont vraiment la relève. William et Harry, vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour le royaume? C'est-à-dire que William et Kate, parce qu'ils jouent en tandem, feront un bon roi, une bonne reine. Ils s'y préparent, ils sont sérieux, solides, fiables. Ils sont populaires, particulièrement Kate, le membre le plus populaire de la famille royale. Alors, depuis l'annonce du cancer, encore plus. William est plus conservateur, il a été formaté par sa grand-mère, il est plus timide, mais ensemble, ils forment un couple idéal pour assurer la relève qui va sans doute arriver plus tôt que prévu, vu l'état de santé du roi Charles III. En revanche, il y a une possibilité de problème pour les Windsor, ça va être Harry. Pourquoi? Parce qu'Harry se pose en contre-pouvoir. Il est en Californie, il est riche, puisqu'il a hérité de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Il est devenu super riche avec son autobiographie, Le Suppléant, qui a été un succès mondial. Il s'est fait une personnalité humanitaire, notamment les blessés de la guerre, comme on l'a vu en Ukraine récemment où il s'est rendu, mais surtout la popularité de Harry, qui est très impopulaire au Royaume-Uni, mais à l'exception des Britanniques de souche immigrée indo-pakistanaise qui se reconnaissent en lui et ont du mal à se reconnaître dans une dynastie qui reste blanche, protestante, anglo-saxonne. Et qu'est-ce que ça va donner tout ça? On n'en sait rien parce qu'il faut attendre l'avènement de William. D'après l'interview extraordinaire qu'il a donnée récemment à un journaliste américain dont il apprécie beaucoup l'œuvre, il a dit qu'il faut tout changer, qu'on ne peut plus avoir la monarchie telle que son père la considère, à savoir une monarchie coupée du peuple, une monarchie essentiellement liée à l'establishment. Dans le cas de William, il veut l'ouvrir à la diversité. Mais moi, je crois qu'il faut ouvrir ce livre, Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham chez Albin Michel, Marc Roche, parce qu'il n'y a pas le moindre ragot, mais des informations historiques et biographiques qui toucheront celles et ceux, et ils sont nombreux, qui s'intéressent à la couronne britannique. Merci de l'avoir écrit, et puis continuez à vous informer ainsi, parce que ce genre d'informations positives, elles sont rares. God save the King. Merci et thank you Marc Roche. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.